je suis Caroline Goulard. J'ai créé 2 entreprises dans le domaine de la visualisation de données et je travaille depuis plus de 10 ans à créer des ponts entre les humains et les données. Aujourd'hui, je suis avec vous pour un épisode de The Bridge, le média d'Artefact qui démocratise la connaissance des données et de l'intelligence artificielle. On reçoit Nicolas Vaillatis. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis professeur d'université à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Et donc, je travaille depuis environ 25 ans dans le domaine du machine learning, qui est une approche très populaire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et dans mon parcours, en fait, j'ai initialement travaillé beaucoup sur les questions fondamentales. Donc là, c'est vraiment, on parle de mathématiques, de probabilité essentiellement. Par la suite, je me suis intéressé à l'analyse théorique d'algorithmes pour essayer de les comprendre. Il y a des algorithmes comme les algorithmes de boosting qui étaient utilisés au milieu des années 90 et 2000, qui étaient extrêmement performants sur les données et qui constituaient un mystère pour les théoriciens. Et donc, ça a été un sujet assez chaud dans ces années-là. Et puis, depuis une quinzaine d'années, depuis que j'ai rejoint en fait, le centre de mathématiques et de leurs applications à l'École normale supérieure de Cachan à l'époque, je me suis plongé en fait dans les questionnements qu'il y a autour de la mise en œuvre dans des applications concrètes des mathématiques appliquées. Et là, j'ai découvert un monde fabuleux. Et voilà, ça m'a conduit à m'éloigner un peu de la théorie et m'approcher plus vraiment de la mise en œuvre, de la façon d'incarner des modèles, des algorithmes dans des outils. Alors après, il y a des allers-retours très intéressants entre la théorie et le monde réel. Enfin, on pourra peut-être développer ce point par la suite. Donc voilà, en gros, voilà, le parcours que j'ai suivi jusque-là. Nicolas, tu as fondé le Centre Borelli. Au sein de ce centre, quelle approche de la recherche tu veux développer et comment ça se combine avec ton expérience ? Oui, alors le Centre Borelli, c'est une aventure collective qu'on a fondée avec des collègues, qui a mûri pendant une dizaine d'années pratiquement, et qui se veut représenter, porter une certaine vision de la recherche publique. Et en fait, ce centre, donc, il a été créé officiellement en janvier 2020. Donc c'est vrai qu'il est très jeune, mais il s'appuie sur, en fait, il résulte de la fusion de 2 unités de recherche. Une unité de recherche en mathématiques et leurs applications, qui était basée à l'ENS Cachan, et une deuxième unité, qui est une unité de neurosciences, dans laquelle il y avait un certain nombre de praticiens hospitaliers. Donc dans le centre de mathématiques et leurs applications, on avait déjà une très forte pratique des interfaces, notamment avec la physique et avec l'industrie. Et là, c'est une composante en fait, qui nous a aussi amené vers les sciences de la vie et tout le domaine des applications biomédicales. Ça ne relève pas seulement du secteur de la santé, il y a aussi il y a la santé telle qu'on la conçoit, mais il y a aussi la santé mentale, il y a aussi les interfaces humain-machine. Donc voilà, il y a beaucoup de questions biomédicales qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, du côté des mathématiques, en fait, c'est un centre qui était spécialisé dans la modélisation, la simulation de phénomènes complexes, mais aussi dans la science des données, et donc avec beaucoup de sujets en lien avec l'intelligence artificielle, comme le traitement d'images, la vision par ordinateur, le machine learning, évidemment. Voilà, donc ça, c'était des thèmes sur lesquels on travaillait auparavant. Et puis, sur le versant neurosciences, on est plutôt sur les questions qui touchent à l'étude du comportement humain et animal sous l'angle de la sensorimotricité. Donc là, on ne parle pas de cognition, on parle de choses qui sont relativement bas niveau. Donc c'est toute la circuiterie sensorimotrice et donc qui est aussi mesurable, objectivable, et qu'on peut s'intéresser à... C'est des connaissances qu'on peut s'intéresser à intégrer dans justement des modélisations de comportement. Donc ça, c'est très pertinent pour certaines spécialités médicales, pour la neurologie, pour la rééducation, pour l'ophtalmologie. Enfin, il y a toute une liste de services avec lesquels nous collaborons. Donc on a environ 7 chefs de service qui sont membres de l'unité aujourd'hui. Et il y a alors on peut dire que c'est une espèce de patchwork, mais en fait, il y a une vraie cohésion dans ce centre. Et dans notre démarche, alors pourquoi est-ce qu'on a fait d'ailleurs cette fusion et pourquoi on a beaucoup travaillé pour y arriver.
c'est qu'en fait, notre recherche, elle est motivée par les questions qui viennent du monde réel. Et donc, pour mener à bien un tel programme et s'inspirer de ce qu'il y a dans le monde réel, il faut essentiellement 2 choses. Il faut une proximité avec le terrain, être capable d'observer. Et donc, quand on est dans le champ de l'intelligence artificielle, évidemment, le nerf de la guerre, ce sont les données. Donc, il faut qu'on ait un accès à des données de terrain. Et le deuxième point qui est très important, c'est d'avoir une proximité aussi avec l'expertise des gens du terrain. Et ça, c'est très important aussi, de pouvoir l'intégrer en fait dans les approches ensuite de modélisation, dans les algorithmes. Et donc, il faut arriver à créer aussi cette culture commune, cette envie de travailler ensemble, de concilier des rythmes de travail, des rythmes de recherche qui sont extrêmement différents. Et ça, je dirais que côté mathématiques, on était plutôt bien préparé pour le faire, même si, bon, il y a quand même eu un choc des cultures, je ne vais pas le nier, mais c'est vrai que quand on travaille avec des industriels, on est sur des cycles, quelque part, de travail qui sont de l'ordre de quelques mois, alors que les programmes de recherche fondamentale, c'est plutôt 10 ans. Donc, on était déjà confronté à ce type de défi. Donc, avec le champ médical, ça nous a aussi aidé. Et on a mis un peu de temps pour trouver vraiment l'organisation la plus agréable et la plus efficace pour tous. Mais c'est une des choses, en tout cas, c'est un des enjeux qui, pour moi, justifie la création d'une structure, en fait. Parce qu'il y a une autre approche qui est de dire on ne crée pas de structure commune, on ne fait que des collaborations. Et donc, chaque entité de recherche reste relativement spécialisée, relativement unidisciplinaire. Et après, on fait Ocean Eleven, on regroupe des experts sur un projet. Voilà, nous, on voulait tester une autre démarche. Donc, voilà pourquoi le centre Borelli. Alors, pourquoi Borelli ? Giovanni Borelli, c'est un savant italien du XVIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, et qui était à la fois médecin, astronome, mathématicien, physicien, enfin qui a beaucoup étudié la physiologie, notamment animale, et qui a aussi conçu les premiers scaphandres. Donc là aussi, quand on parle d'interface entre l'homme et son environnement, on trouvait que c'était une belle personnalité, en tout cas, qui pouvait inspirer un peu la démarche du centre Borelli. Et donc une approche atypique avec le lien très fort entre recherche fondamentale et puis réalité du terrain. Comment vous faites pour faire communiquer ces 2 mondes-là ? Alors, il y a un point qui me semble vraiment essentiel, c'est que dès lors qu'on s'assure en fait l'accès au terrain et l'accès aux experts et qu'on s'entend bien avec les experts et qu'on commence à avoir les premiers échanges scientifiques, il faut à un moment donné qu'il y ait un retour. Je dirais que si on fait juste nos publications et que ça s'arrête là, bon, c'est bien, mais je trouve que ça ne permet pas vraiment d'approfondir les sujets. On gagne beaucoup plus de choses en pariant sur la durée. Et donc, à mon sens, il est important que la connaissance produite, elle puisse s'intégrer aussi dans des outils qui vont rendre un service, qui vont être utiles au quotidien pour nos collègues. Et ça, d'une part, ça permet de gagner l'adhésion en fait des experts métiers. Et puis en plus, ce qu'on a gagné en tant que scientifique, c'est qu'on a des nouveaux instruments de mesure. Si on met en place une chaîne de mesure pour évaluer le comportement humain sur des pathologies dans l'hôpital et qu'on peut faire vraiment des mesures sur le terrain, c'est comme inventer, je sais pas, alors on n'appelle pas ça des microscopes, on appelle ça des macroscopes, mais on a un nouvel instrument. Et ça nous donne de la matière pour continuer à réfléchir, continuer à observer le phénomène. Et ça me semble très important. Alors c'est vrai que là, il y a un 3e pilier qui devrait venir pour vraiment bien finaliser tout ce programme. C'est une entreprise qui va ensuite pouvoir développer l'instrument, le maintenir et participer à la recherche sous une autre forme. Et donc, il faut qu'elle puisse aussi valoriser cet instrument pour qu'il ait un avenir. Donc ça, c'est une question qui est évidemment beaucoup plus difficile parce qu'elle est en jeu des modèles, question de modèle économique, est-ce qu'il y a un marché sur la façon d'assurer une interaction, je dirais, dans la durée. Et pour donner quelques exemples, peut-être, alors il y a quelques thèmes qu'on développe dans le laboratoire. Il y en a un sur lequel on travaille depuis longtemps et on a une très forte expertise, c'est celui de l'imagerie satellitaire. Donc le laboratoire a très longtemps été en proximité avec le CNES.
a même contribué à la spécification de certaines générations de satellites, comme les Pléiades. Après, avec l'ESA, aujourd'hui, avec des entreprises, en fait, comme l'imagerie satellitaire s'est beaucoup démocratisée. Enfin, on a des accès beaucoup plus simples. Donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui peuvent acheter de la donnée et de la donnée de qualité. En fait, on collabore avec la société Kairos pour contribuer à extraire un certain nombre d'indicateurs à partir des images satellites pour répondre à différents besoins des clients de Kairos. Et donc, voilà, on a à la fois l'accès aux données, les questions aussi qui ont du sens pour l'entreprise. Et donc, ça nourrit beaucoup de recherches, en fait, dans ce domaine-là. On a aussi des collaborations avec des industriels comme Michelin, SNCF. Là, c'est des questions sur, par exemple, la conception assistée par ordinateur, ce qu'on appelle le CAE en anglais, Computer Aided Engineering, qui sont aussi très intéressantes. Et c'est vrai que là, il faut l'expertise, il faut aussi avoir accès aux questions et aux données qui sont générées par ces ingénieurs. Il y a d'autres champs aussi, il y a des champs assez variés. Il y a par exemple des sujets liés à la prévention. Donc là, on a des collaborations avec les caisses de retraite, avec les caisses générales de la sécurité sociale sur certaines régions. Et donc ça aussi, ça nous permet d'être en contact direct avec le terrain. Les enjeux que ça représente aussi en termes de politique publique, ça permet aussi d'orienter quelque part les contributions vers des sujets qui vont avoir du sens pour nos partenaires. Ça donne un petit échantillon, c'est pas du tout exhaustif, mais ça vous donne un petit échantillon de ce qu'on fait. Et cette proximité avec le terrain, j'imagine que ça te donne un regard assez différent sur les projets qui sont portés en intelligence artificielle, les projets qui, justement, suscitent les investissements, les attentes. Qu'est-ce que toi, tu vois comme biais, comme dysfonctionnement dans ce qu'on fait en ce moment ? Alors ça, c'est une question que j'apprécie beaucoup parce que ça permet justement de développer un peu la vision et puis de voir ce qui ne va pas, en fait. Enfin, à mon sens, encore une fois, là, je donne mon point de vue, mon expérience de ces questions. Mais en fait, il y a un biais très fort qui vient des success stories qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. Quand je parle de success stories, c'est vraiment des réussites au niveau industriel. On est vraiment passé à l'échelle. Et là, effectivement, il y en a qui sont vraiment impressionnantes dans le monde de l'Internet. Donc, on peut penser à des moteurs de toutes sortes, les moteurs de recherche, les moteurs de recommandation, les moteurs de traduction, les moteurs de ciblage publicitaire. Il y a tous ces moteurs-là. Est-ce qu'on est capable de faire les moteurs de reconnaissance de forme, d'analyse d'image? Enfin, voilà, toutes ces technologies sont vraiment impressionnantes, aussi bien du point de vue scientifique que technologique, parce qu'il y a aussi derrière beaucoup de génie logiciel. Il y a vraiment de l'intelligence humaine, là, pour le coup, qui a été déployée de manière stupéfiante. Donc, mais ça induit un biais pour, je dirais, le reste des secteurs de l'activité humaine, si on veut faire de l'IA pour la santé, pour l'industrie. Alors, il y a un côté positif parce qu'on peut dire que ça inspire, ça nous oriente vers peut-être des innovations possibles, de se dire, les moteurs de recommandation, pour en faire pour certains métiers. Ça pourrait être pour des traders en finance, ça pourrait être pour des médecins non spécialistes pour mieux orienter leurs patients. Pour même recommander des thérapies. On peut imaginer plein de déclinaisons de ces idées-là. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais par contre, ça amène quelque part à vouloir calquer la même méthodologie dans des contextes qui sont radicalement différents et pour lesquels, en fait, ces méthodologies vont avoir des difficultés, en fait, à vraiment permettre d'aller jusqu'au bout de l'industrialisation. Et là, je vois deux gros problèmes. Il y a un premier problème, c'est lié vraiment au risque. C'est-à-dire que là, on parle de décisions basées sur des algorithmes. Donc, si la décision ne met pas en jeu des vies humaines, ce qui est le cas dans l'Internet majoritairement, en tout cas, il n'y en a pas à court terme, même si on découvre aujourd'hui que l'usage des réseaux sociaux, ça amène des risques psychologiques, même physiologiques, géopolitiques, etc. Mais bon, ça, si on ne voit pas les effets immédiatement, donc on a un peu de temps pour faire un peu d'IA. Par contre, si on est dans le domaine des transports, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrie aussi, on peut avoir des catastrophes, vraiment. Donc ça, je dirais que, à moins que l'IA soit
hyper performante avant de convaincre un industriel ou un médecin de pouvoir appuyer ses décisions sur de l'IA. Et c'est beaucoup plus exigeant. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi aujourd'hui tous ces efforts sur la gouvernance des IA, la régulation, la certification des IA. Donc on se demande s'il faut pouvoir certifier des algorithmes comme on le fait pour des dispositifs médicaux. Est-ce que de quoi ça relève ou c'est comme des médicaments? Enfin voilà, il y a ces questionnements-là aujourd'hui. Donc ça c'est un premier point, le risque pour les vies humaines. Et puis le deuxième point, il est lié un peu à l'adoption en fait de la technologie par les opérateurs humains, les utilisateurs finaux. Dans l'Internet, on est plutôt dans un contexte B2C. Dans les autres secteurs, on est plutôt en général sur du B2B. Donc l'utilisateur final, c'est un expert. Et donc avant qu'il accepte quelque part d'être remplacé, augmenté, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, mais voilà, en tout cas d'interagir avec un algorithme sur une connaissance qu'il pense maîtriser parfaitement, là, il y a tout un travail à mener, en fait, conjointement avec ses utilisateurs. Et en général, comme on opère plutôt en silo, en fait, on leur propose des outils qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne s'approprient pas. Et donc, là aussi, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Je pense qu'il y a un potentiel très fort, mais il y a un sacré défi de méthodologie et d'organisation aussi pour les entreprises pour y arriver. Et je pensais au sujet des données d'entraînement, les corpus avec lesquels on entraîne ces algorithmes d'intelligence artificielle. Quel lien tu fais entre la qualité de ces corpus, de ces données, et puis les résultats qu'on va avoir après en intelligence artificielle? Et est-ce que là aussi, tu as des raisons d'être critique? Oui, en fait, ça rejoint un peu, c'est une façon aussi de rentrer un peu dans le détail de la question précédente, des points que tu soulevais dans la question précédente. Tout d'abord, sur les données, ce qu'il faut dire, c'est évidemment un point clé, puisqu'on va utiliser des données pour calibrer des règles de décision à partir d'algorithmes d'apprentissage. Donc, si les données sont mauvaises, les règles de décision seront mauvaises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, bonne ou mauvaise donnée? On a longtemps... je pense, l'illusion, et c'est aussi quelque chose qu'Internet a quelque part poussé, que si on a beaucoup de données, c'est bien. Et c'est vrai que dans l'Internet, c'est aussi une des clés de pourquoi est-ce qu'on y arrive, c'est que les volumétries sont très importantes. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, à mon avis, le plus important dans les données, il y a 3 points qui sont importants. Le premier point, c'est la qualité des données, que là, on parle de la qualité de l'information. Donc ça, c'est un premier point. Et plus on a du risque, plus il faut que la qualité des données soit au rendez-vous et qu'on ait des données vraiment fiables. Le deuxième point, c'est la représentativité, quelque part, des différentes instantiations du phénomène qui nous intéresse dans les données d'apprentissage. Et la règle est qu'en général, ça n'épuise pas, en fait, toutes les réalisations possibles lorsqu'on va avoir dans les bases de données d'apprentissage. Donc, il faut être préparé au fait que dans les données d'évaluation, en utilisation, en routine, on va avoir des données qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce qu'on avait dans la base d'apprentissage. Donc ça veut dire très concrètement que nos règles de décision sur ces données-là, ça revient à tir à pile ou face, voire même pire. Et le troisième point, c'est l'enrichissement des données par l'expertise humaine. Donc ça, dans l'Internet, on appelle ça l'annotation. C'est pourquoi on fait ça? C'est parce les techniques d'apprentissage automatique qui sont réputées fonctionner sont les techniques d'apprentissage supervisé. Supervisé, ça veut dire qu'on a des annotations sur les données, des étiquettes, et ça, c'est des opérateurs humains qui annotent des données. Donc, dans l'Internet, on est sur du B2C, annoter des images, n'importe qui peut le faire. Si on est dans des domaines à forte expertise, par exemple, annoter des radiographies, ou tout ce que produit l'imagerie médicale, là, il faut des radiologues pour le faire. Donc ça, c'est un des points clés. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur ces 3 aspects des données. Et d'ailleurs, ils ne sont pas forcément indépendants. Mais peut-être ce que je pourrais juste, pour illustrer un peu, ce que je pourrais dire, c'est... moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement tout cet aspect enrichissement de la donnée par l'annotation qui questionne quelque part la façon de codifier l'information parce qu'il faut la standardiser pour pouvoir faire opérer des algorithmes sur les données. Et donc, quand on codifie, ça veut dire que quelque part, on gèle la connaissance. Donc, est-ce que codifier
ça entrave aussi la possibilité de continuer à développer la connaissance. Par exemple, dans le domaine par exemple, si on veut faire du diagnostic médical avec du machine learning, on va s'appuyer sur des catégories nosologiques qui ont été, alors si je parle pour la neurologie où j'ai peut-être un peu plus travaillé, qui se basent sur une typologie qui remonte au 19e siècle. On a aujourd'hui une population qui est vieillissante, qui va souvent avoir plusieurs pathologies en même temps. Et donc là, on va avoir une espèce d'hybridation quelque part des troubles. Et donc, comment on fait opérer des algorithmes dans des contextes comme cela voilà, donc je pense qu'il faut être prudent avec ces notions de codification. Il peut y avoir aussi une régression du savoir, parce que si on ne remet pas en question ces catégories, finalement, on se ferme la porte de pouvoir explorer au-delà des nouvelles catégories. Enfin voilà, je le dis de manière un peu schématique, mais je pense qu'il y a un point à creuser en fait sur la façon de l'appauvrissement qu'il peut y avoir à travers une numérisation peut-être un peu rapide et après dans l'instanciation d'usage des outils qui ne serait pas forcément ouverte à ce qui est ensuite des nouvelles connaissances qui sont injectées dans les boucles d'actualisation des algorithmes, des règles de décision, etc. C'est super intéressant parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, on l'associe à plein de promesses pour améliorer la connaissance humaine. Et en même temps, il ne faut pas oublier que cette intelligence, elle repose sur des corpus d'entraînement qui viennent du passé et de notre façon de catégoriser les éléments, de notre façon de prendre de l'information dans le passé. Et donc, effectivement, d'où le risque de reproduire soit des biais, soit des catégorisations, des visions du monde qui nous viennent d'avant et de ne pas s'ouvrir à des choses qui pourraient être nouvelles dans notre façon d'aborder le monde. Et du coup, ça montre qu'il y a bien quand même des boucles de rétroaction, comme tu viens de le dire, entre avec quoi on alimente nos intelligences artificielles, nos algorithmes d'entraînement, comment ces algorithmes-là influencent notre façon de percevoir le monde, nos connaissances, comment ça, du coup, se réengrange dans la façon dont on alimente ces boucles-là. Comment toi, tu vois ces interactions entre humains et intelligence artificielle ? C'est une question vraiment très, très intéressante et à mon avis qui soulève beaucoup de questions qui mériteraient en fait des programmes scientifiques complets pour vraiment aller jusqu'au bout. Il y a une question à se poser, c'est finalement pourquoi on veut faire de l'intelligence artificielle. Très souvent, on vient nous voir en nous disant « j'ai une question difficile, mes ingénieurs n'y arrivent pas, on va faire de l'intelligence artificielle pour y arriver ». Or, par définition, le paradigme actuel, en tout cas qui est dominant dans l'intelligence artificielle et qui repose sur de l'intelligence, sur des algorithmes apprenants, donc ils vont brasser des données, comme tu le disais, des données du passé. En fait, que font ces algorithmes ? Ils vont identifier des régularités statistiques. Donc c'est typiquement les événements fréquents sur lesquels les algorithmes seront performants. Alors, on pourrait se dire qu'une fois qu'on sait bien modéliser les événements fréquents, on peut mesurer ce qui s'écarte de ce qui n'est pas fréquent, mais bon, c'est beaucoup plus délicat. Donc, j'aurais tendance à dire, pour le dire un peu vulgairement, que l'intelligence artificielle, ça va un peu jouer le rôle du pilote automatique. C'est-à-dire quand il ne se passe rien ou qu'on a des tâches répétitives, on peut s'appuyer sur l'IA. Et ça pose la question ensuite de la complémentarité avec l'humain et aussi de ce que tu disais, les rétroactions, c'est-à-dire quel effet ça va avoir ensuite sur l'humain. Et en fait, on voit qu'il peut y avoir même des effets physiologiques, des formes de régression finalement des capacités humaines en utilisant des algorithmes. On peut voir ça par exemple, alors il y a des domaines sur lesquels on étudie beaucoup ces questions, là où il y a des pilotes automatiques par exemple pour conduire des avions. Et ce qui est très intéressant, c'est justement de regarder les transitions, c'est-à-dire quand est-ce que le pilote automatique redonne la main à l'humain. Et c'est vrai qu'il y a un dogme dans la conception des systèmes qui est de dire l'humain, quand c'est compliqué, il faut que l'humain intervienne. Mais ce qui n'est pas évident parce que déjà, l'humain, il faut qu'il ait une bonne intelligence de la situation. Et justement, l'intelligence de la situation, il l'a généralement quand il effectue ces tâches répétitives. S'il ne les effectue pas et qu'il n'est pas dans un état de vigilance qui lui permet vraiment de comprendre ce qui se passe, ces décisions seront moins bonnes que celles de l'algorithme.
Et donc, dans l'aérien, c'est particulièrement délicat parce qu'il y a aussi des illusions sensorielles dans des situations un peu extrêmes. Et donc, il y a une vraie question sur comment on perçoit l'environnement. C'est pas seulement ce que dit l'algorithme, c'est aussi on le met en regard de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, comment l'appareil évolue. Et voilà, donc là, il y a vraiment des situations extrêmement complexes. Et là-dessus, en fait, ça met en jeu des questions de neurosciences. C'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé aux neurosciences, puisqu'il y a des questions sur la prise d'informations, sur comment on intègre, comment on combine des informations sensorielles qu'on peut avoir par les systèmes, mais aussi par ce qu'on perçoit par la proprioception, par tout ce ce que notre système vestibulaire peut percevoir où le corps et où la machine se trouve et dans quelle position elle est. Et puis après, il y a comment on active l'action motrice pour agir en fait sur le système. Et tout ça, c'est des choses qui font l'objet d'études actuellement et je pense qu'on n'a pas encore, on ne maîtrise pas complètement tous les aspects. Et en tout cas, les ingénieurs qui font la conception de systèmes sont très loin en fait de ces questions. On a plusieurs images de la collaboration entre humains et intelligence artificielle et rapidement, spontanément, on a tendance à avoir cette image que l'intelligence artificielle va faire ce que l'humain ne sait pas faire parce que ce qui sort comme résultat d'une intelligence artificielle, d'un algorithme, c'est souvent un peu obscur et donc ça a l'air compliqué, plus intelligent que ce que nous on pourrait faire. Mais effectivement, on peut avoir d'autres modèles de cette collaboration comme l'intelligence artificielle fait ce que les humains n'aiment pas faire, ce qui est trop répétitif, trop répétissant, ou bien l'intelligence artificielle fournit des outils pour permettre à l'humain d'aller plus loin, mais c'est toujours en marchepied pour la connaissance humaine. Et c'est peut-être là où les interfaces ont leur rôle à jouer parce que j'imagine ces différents modèles d'intelligence artificielle et de la collaboration avec l'humain vont induire des interfaces différentes. Si on reste dans des choses complètement abscons, que l'interface n'est pas éclairée, on va rester dans un modèle un peu d'intelligence artificielle supérieure à l'humain. Selon la façon dont on envisage les outils, est-ce qu'on peut comme ça induire des modèles de collaboration ? Oui, je pense que c'est très juste. La réflexion sur les interfaces, elle fait aussi partie, à mon avis, du sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, par défaut, l'interface, elle est souvent visuelle. Alors, elle commence à être un peu sonore dans tout ce qui est domotique, un peu, je ne sais pas si c'est 2.0 ou combien de 0.0, mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup sur la vision. Et ça aussi, c'est quelque part un héritage d'Internet. Mais c'est vrai que dans des contextes de prise de décision, dans des situations extrêmes, je pense au transport notamment, ou dans les opérateurs de SCADA, c'est les systèmes de contrôle, je sais pas, de centrales nucléaires, de lignes de train, etc. Où là, il y a beaucoup d'informations simultanément. Il y a des contextes de prise de décision en temps réel qui vont forcément être tributaires d'informations multiples qui arrivent. Certaines peuvent être des recommandations d'algorithmes. Et donc là, dans ce contexte-là, il y a plusieurs sens aussi qui vont être sollicités. Donc, est-ce que tout doit passer par l'œil ? C'est pas évident. Est-ce qu'il doit y avoir une forme aussi de séquentialité dans la façon dont on révèle les informations à l'opérateur pour qu'il puisse les intégrer plus facilement ? Je pense que c'est des questions vraiment délicates et à mon avis, qui doivent aussi tenir compte des contextes, vraiment des situations. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut vraiment faire des études de terrain pour essayer de comprendre au mieux ces sujets. Donc, je suis tout à fait d'accord que la conception des interfaces, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, n'est pas très élaboré aujourd'hui. Ça doit beaucoup se nourrir aussi des recherches qui se font en neurosciences. Et c'est clairement aussi une direction... je pense que c'est une brique de l'édifice. C'est-à-dire, si on a des algorithmes qui prennent de très bonnes décisions, mais ils sont incarnés dans des interfaces qui ne sont pas adaptées à la façon dont l'opérateur humain va pouvoir prendre en compte ces recommandations, on aura des difficultés, je pense, à faire adopter ces technologies par les opérateurs. Encore une fois, on est dans un cas ici d'opérateurs experts, donc ils vont quand même avoir une forme de méfiance des algorithmes. Si ça leur apporte une surcharge cognitive, ils vont pas acheter. L'interface compte énormément dans l'acceptabilité. Donc, quand on regarde ces différents sujets, importance de l'interface,
l'importance d'une collaboration humain-algorithme qui soit enrichissante, ne pas reproduire le passé forcément de façon bête et méchante, la nécessité de prendre en compte les réalités de terrain, la nécessité de donner du feedback sur le terrain. Quand on regarde tous ces sujets-là dont on vient de parler, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression d'un décalage entre aujourd'hui, ce qui est un peu sexy, attractif dans le monde de la recherche fondamentale, dans l'intelligence artificielle, et puis ce dont on a besoin pour améliorer nos résultats de terrain, nos mises en application opérationnelle? Oui, je suis complètement d'accord. Il y a deux... Enfin, dans la science, en fait, mais je pense que c'est peut-être pareil dans notre domaine. Je parle de la science parce que c'est mon domaine et que je connais un peu la sociologie aussi de certaines communautés. En tout cas, c'est vrai qu'il y a, il y a un peu des sujets qui sont réputés plus attractifs. Alors bon, c'est parce qu'il y a peut-être un chercheur qui est extrêmement brillant, qui en parle très très bien, qui va attirer finalement des jeunes vers ces thématiques-là. Et là, c'est peut-être par pur intérêt intellectuel. C'est très bien, hein, je ne remets pas du tout ça en question. Il y a aussi des industries qui cherchent à attirer aussi des gens brillants et donc vont peut-être jouer ce jeu-là aussi sans que ce soit forcément leurs besoins concrets dans leur métier, mais parce que c'est une façon d'avoir accès à des gens brillants. Et donc, si on a les cerveaux, on se dit qu'après, c'est aussi un élément important pour les entreprises. Mais c'est pas très honnête, quelque part. Et après, il y a d'essayer de comprendre au mieux quels sont les besoins réels. C'est pas forcément les plus attractifs a priori, parce qu'ils sont peut-être moins bien définis, ils sont plus difficiles à raccrocher à un thème scientifique précis, parce que peut-être qu'il va falloir mobiliser plusieurs connaissances dans des domaines différents d'ailleurs pour les faire progresser. Et ça, c'est un vrai défi. Et puis, je dirais même que pour les scientifiques aujourd'hui qui veulent évoluer dans leur carrière, ils ont quand même intérêt à se spécialiser. Donc, quelque part, et avant d'avoir fait leurs preuves dans un domaine très précis où ils ont été un peu les champions, ils vont avoir beaucoup de mal à valoriser leurs efforts si ce sont des efforts interdisciplinaires sur des sujets qui, au départ, sont très appliqués parce que ça va être assez long. Donc, il y a toutes ces difficultés-là qui font que c'est assez compliqué je pense, d'amener de manière massive, finalement, le monde scientifique vers ces questions. Mais il y a quand même, je pense, des modes de publication aussi qui vont, à mon avis, se généraliser sur la façon de publier des algorithmes, par exemple, et qui vont, à mon avis, faciliter peut-être ces allers-retours entre des sujets très concrets qui ont un impact dans la vie réelle et puis des questions plus fondamentales qu'on va quand même pouvoir valoriser dans des communautés scientifiques qui attendent qu'on résolve des problèmes difficiles. C'est-à-dire que si on ne résout pas des problèmes difficiles en sciences, on a du mal à se distinguer des autres. Voilà un peu le défi. Donc le chemin, il n'est pas pavé de roses, hein, mais en tout cas, je pense que ça mérite vraiment de s'y intéresser. Et oui, parce qu'entre certains mini-star systems sur certains domaines, plus le fait que le système est fait de telle sorte à privilégier la spécialisation thématique, effectivement, ça ne va pas très bien avec l'enjeu de croiser les expertises, faire du multisectoriel et retourner aux réalités de terrain. Et alors du coup, comment on pense ça ? Comment tu fais au sein du Centre Borrelli ? Quelle méthode vous avez mis en place entre chercheurs pour essayer d'aller dans une meilleure direction ? Bon, déjà, moi, je tiens beaucoup à développer la théorie. Ça me semble vraiment important parce que c'est ce qui aide à prendre du recul, en fait. Sur même, il y a peut-être dans des applications, on va peut-être apporter une réponse extrêmement simple. Mais si on n'avait pas derrière une connaissance très fine de sujets beaucoup plus profonds, plus pointus, on aurait du mal à justement identifier cette solution simple. Donc, je pense que c'est très important de cultiver cette connaissance théorique. Et pour ça, au Centre Borrelli, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est en fait de créer un milieu réactif où il va y avoir des gens avec des profils assez variés. On va avoir des jeunes qui sont passionnés de théorie, qui ne veulent pas entendre
parler d'applications. Au contraire, on va en avoir d'autres qui vont se passionner pour certains terrains d'application. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de positionner chacun en fonction de ses talents, de ses envies. On a suffisamment de projets pour ça. On a suffisamment aussi de différents niveaux de maturité sur ces différents projets. Donc, sur des projets où on a déjà travaillé pendant longtemps, on peut avoir fait émerger des questions théoriques qui dépassent le projet et sur lesquelles on va pouvoir intéresser quelqu'un qui veut vraiment faire de la théorie. Et on sait que ça nous donnera du recul peut-être pour aller plus loin sur des questions similaires. Et puis après, il y en a d'autres qui vont être peut-être plus en première ligne des applications, qui vont faire des choses peut-être plus empiriques, qui vont être en prise avec des équipes interdisciplinaires parce qu'ils aiment bien avoir ce type d'échange et ils vont bénéficier par ailleurs. C'est-à-dire il faut créer aussi des moments où il y a des partages et où les gens racontent un peu leurs travaux et après charge un peu aussi aux responsables scientifiques de créer des ponts quand il y en a. C'est-à-dire que si on identifie des questions théoriques, de trouver ensuite des personnes dans le laboratoire qui sont capables d'aller plus loin et de creuser cette question théorique en tant que telle. Et puis vice-versa, s'il y a des choses théoriques dont on pense que ça peut présenter un intérêt pour dans la mise en œuvre de certains algorithmes, on va essayer de créer les conditions pour qu'il y ait cette communication en interne. Donc mais je pense que c'est vraiment la diversité des profils et puis d'avoir cette culture, cette envie d'être dans un environnement qui n'est pas l'environnement standard. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément trouver des gens super pointus sur notre sujet de thèse. Ça, on va plutôt aller chercher cette expertise ailleurs parce que, par définition, quand on fait des applications, on ne sait pas ce qu'on va mobiliser comme connaissance. Et donc, il faut être très ouvert. Et ça, c'est aussi je pense, une des difficultés qu'on peut avoir. Je parle pour la France parce que c'est quand même le système que je connais le mieux, mais d'avoir des unités de recherche très, très spécialisées. Mais en fait, elles vont voir... si vous voyez, je ne sais pas, si vous avez un marteau, vous allez voir des vis partout. C'est l'exemple qu'on donne tout le temps. Il n'y aura qu'une forme de vis, quelque part, et parce qu'on n'a que ce marteau-là, on n'en a pas d'autre. Et donc, je trouve que ça, c'est une vraie difficulté, en fait, pour permettre à des théoriciens de s'ouvrir sur des applications. Donc, il faut avoir cette diversité, cette couverture un peu plus large. On ne couvre pas tout parce que ce n'est pas possible, mais en tout cas, dans une certaine mesure, quand même, de pouvoir... cultiver cette diversité, ça me semble très important. Et comment vous faites pour capitaliser sur les connaissances, les expertises de tous ces différents profils de chercheurs et de praticiens? Parce qu'entre les discussions un peu informelles, le partage, le côté un peu ébullition du labo, et puis la publication des papiers de recherche, très froid, très figé, dans très longtemps, comment on fait pour mettre en commun la veille, pour mettre en commun les recherches en cours, pour mettre en commun les connaissances qu'on est en train de sédimenter sur lesquelles on veut du feedback? Comment ça s'organise avec des outils, avec des méthodes? Oui, il y a déjà il y a la vie de laboratoire qui permet de faire certaines choses. Donc, il y a des moments d'échange qui ont des focus un peu différents. On va avoir des séminaires très spécialisés sur un domaine. Donc là, c'est les experts du domaine qui se réunissent. On va avoir des réunions sur des projets où là, il va y avoir des gens de plein de domaines différents qui vont discuter. On a fait par le passé, on relance là des soirées scientifiques où on invite tout le monde et on va choisir 2-3 sujets sur lesquels on va faire parler certains collègues. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher un public plus large dans le laboratoire. Donc, il y a toute cette vie scientifique qui joue en partie ce rôle-là. Mais je te rejoins sur le fait qu'il faut aussi des outils. C'est absolument essentiel. Je pense que de toute façon, toute organisation est confrontée à cette question de la capitalisation des connaissances et de l'expérience acquise. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est un sujet vraiment difficile. Et nous, en tout cas, sur une partie, alors au moins sur une partie de nos productions scientifiques qui prennent la forme de logiciels. Alors, il y a plusieurs formes de contribution logicielle. Je ne sais pas s'il faut que je rentre trop dans les détails, mais bon, on peut dire qu'on a en gros des librairies, par exemple, les librairies Python là, qui sont très, très utilisées sur des problématiques assez génériques. Donc, dans le machine learning, la librairie de référence, c'est Scikit-learn, qui est développée par des collègues de l'INRIA à Saclay.
et qui est devenu un best-seller absolu. Enfin voilà, je pense qu'il y a toutes les entreprises du monde qui utilisent aujourd'hui Scikit-learn. Mais ça, c'est un peu un couteau suisse, ça sert à faire plein de choses. Et après, il y a des algorithmes qu'on va instancier sur des applicatifs très précis. Je prends un exemple, il y a des communautés en traitement d'image, donc c'est des sous-communautés dans le monde du traitement de l'image qui travaillent sur des images de visage humain. Voilà, ils ne travaillent que sur ces images-là. Et d'ailleurs, si vous allez voir les imagistes dans mon groupe et que vous leur montrez des visages, des problèmes, par exemple, des sujets dans le médical sur les expressions faciales, ils disent « Ouh là là, c'est très très pointu, nous on ne fait pas ça », alors qu'ils sont très très forts et qu'ils font déjà plein de choses. Mais les visages, c'est un truc à part. Et donc, là, il y a des communautés qui s'organisent, alors qui vont aussi créer des corpus de données spécialisés pour cette application-là. Et donc, les évaluations, tous les benchmarks vont se faire sur une certaine typologie de données. Donc, on va prendre des algorithmes qui ont une partie qui est générique, mais ils vont être spécialisés après sur un certain type de données. Et donc ça, c'est une idée, en fait, quelque part, qu'on a reprise. Alors, c'est vrai que dans le traitement d'image, c'est un des domaines où il y a le plus de maturité, puisque c'est les plus vieilles données alphanumériques, quelque part. Hein. C'est celles sur lesquelles on a le plus de travaux, le plus de recul. Et donc là, on peut, et c'est une initiative en fait qui est née dans l'ancêtre du Centre Borelli au CMLA. C'est mon collègue Jean-Michel Morel qui avait lancé en 2010 un projet alors qui est à la fois une plateforme et un journal en ligne dans lequel on publie en fait des algorithmes, mais pour des usages très précis. Donc là, c'est dans le monde du traitement d'image initialement, mais on est en train de décliner cette idée sur d'autres types de données. Et là, le principe, c'est qu'on publie un algorithme. Donc, ça veut dire déjà qu'on va décrire. C'est pas simplement un code qui est open source et qui est documenté. Ça va beaucoup plus loin. Il y a un article, en plus de l'algorithme, qui va détailler vraiment tous les points, en fait, qui permettraient à quelqu'un de réécrire l'algorithme en partant de zéro, simplement à partir de l'article papier. Donc là, il y a tout un travail d'ailleurs de peer review, comme on fait pour les articles scientifiques. Donc il va y avoir des relecteurs qui vont s'assurer qu'effectivement, on peut reproduire parfaitement l'implémentation qui est proposée à partir de la description qui est faite de l'algorithme. Donc ça, c'est une première exigence. Et la deuxième exigence, c'est de fournir un démonstrateur en ligne qui va permettre à quelqu'un qui ne connaît rien aux algorithmes de faire tourner en fait ce qu'il y a dans l'article sur sa propre donnée. C'est-à-dire qu'on peut déverser sa donnée sur la plateforme et récupérer un résultat en faisant opérer donc l'algorithme. Et à terme, on pourrait se dire qu'on pourrait même réécrire l'article de manière automatique avec les données du lecteur, en fait, ce qui va vraiment l'intéresser. Donc ça, là, si on arrive à faire ça, quelque part, je dirais que c'est la science telle qu'on aimerait l'avoir. C'est-à-dire que c'est de la connaissance qui est ensuite directement accessible à chacun, enfin des utilisateurs potentiels de cette connaissance de manière directe, sans intermédiaire et sans avoir besoin de quelqu'un qui va faire l'exégèse des articles. Et ça permet ensuite, une fois qu'on est passé sur ce mode-là, ça permet aussi d'avoir des états de l'art vivant, en fait, des algorithmes. C'est-à-dire que si on a une base de données, on peut directement évaluer un algorithme, non pas sur les benchmarks de référence, qui sont ceux qui permettent de publier aujourd'hui dans les communautés d'apprentissage, mais sur des vraies données, en fait, hein, et de se dire quand est-ce que ça fonctionne, quand est-ce que ça fonctionne pas. Et de cette manière, ça nourrit aussi la recherche, parce que quand on fait la recherche, on cherche toujours les limites de ce qui existe. Donc, ça permet justement de repousser les limites, en tout cas d'identifier où sont les questions pour la suite. Donc, voilà, donc cette plateforme, elle s'est beaucoup développée, et c'est un outil très versatile qui permet finalement d'intégrer des algorithmes qui font autre chose que du traitement d'image. Ça permet de faire du transfert de technologie. Là, on a un projet qui vise à en faire une plateforme pour la formation des gens qui ne sont pas des experts concepteurs d'IA, mais qui sont plutôt dans des domaines scientifiques divers et variés. Enfin, tout ça pour... ma réponse est un peu longue, mais ça répond quand même, je pense, à l'importance aussi de penser aux outils pour cette capitalisation. Tout à fait. On retourne encore sur les outils. Et peut-être même un cran encore au-delà, parce que, à mon avis, on est passé du partage des résultats au partage des algorithmes, du code et des outils qui permettent de l'auditer.
Mais il y a peut-être aussi un sujet sur la publication des données, la mise en commun des données, puisque finalement, c'est un peu le nerf de la guerre quand on fait de l'intelligence artificielle, c'est d'accéder à des jeux de données, des jeux d'entraînement, des jeux de validation qui sont consistants, conséquents. Et c'est pas toujours facile d'y avoir accès de façon libre et ouverte. Et j'imagine qu'il y a peut-être là aussi un enjeu pour les chercheurs dans leur accès aux données. Comment aujourd'hui ces chercheurs-là font pour accéder au corpus ? Est-ce qu'ils ont du mal ? Est-ce qu'il y a des mouvements qui s'organisent pour mutualiser les corpus ? Alors, il y a des communautés qui ont cette pratique depuis longtemps. Je parlais des gens qui travaillent sur les visages humains. Donc, eux ont créé un site web qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, Human Faces in the Wild, je crois, enfin quelque chose comme ça. Et donc, ils ont une base de données, c'est, je ne sais plus, des dizaines de milliers de visages humains. Alors, tout a été récupéré sur Internet, plus ou moins. Donc là, il y a effectivement une communauté qui a ce corpus et qui travaille sur ce corpus. Mais je dirais que ce n'est pas la règle. Généralement, les gens gardent quand même jalousement leurs données. Et c'est vrai que les équipes de recherche académiques, en tout cas dans le secteur public, sont vraiment sevrées de données, c'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir accès à des données. Une des raisons pour lesquelles nous avons créé le Centre Borrelli, c'était justement aussi de pouvoir créer nos propres bases de données, notamment dans le champ biomédical, puisqu'on a cette capacité, en fait, de mettre des capteurs, alors c'est plus des capteurs grand public ou des capteurs à bas coût dans des consultations médicales, et de générer nos propres corpus de données sans être tributaires des dispositifs médicaux qui sont complètement, pour le coup, verrouillés, complètement opaques. Donc ça, pour nous, c'était une vraie richesse et j'ai envie de dire, c'est presque une question de survie pour des gens qui font de la recherche en sciences des données s'ils n'ont pas accès à des données, à des vraies données quelque part. Après, il y a la question de quelles sont les données intéressantes aussi, parce que finalement, il y a pas mal de données publiques aussi. On parle beaucoup d'open data. Il y a au début du machine learning, il y avait une université en Californie, l'université d'Irvine, qui avait justement mis en ligne beaucoup de jeux de données publics. Donc ça a été le terrain de jeu aussi pour mes collègues et moi pendant de longues années. Mais finalement, ce n'est pas des données très intéressantes, c'est des données relativement appauvries, dans lesquelles les descriptifs faisaient quelques lignes. Les gens qui faisaient de la science des données s'intéressaient simplement à la nature des variables, mais pas forcément à l'interprétation des résultats, au sens qu'il pouvait y avoir derrière l'exploitation de ces données. Aussi tout simplement parce qu'ils n'avaient aucune information sur le contexte dans lequel on avait acquis ces données. Quelles étaient les questions des scientifiques, en fait, qui s'intéressent à ces systèmes et qui ont collecté ces données. Donc, quelque part, là aussi, je trouve que travailler sur des données d'angle du ciel, oui, ça permet de comparer des algorithmes entre eux, mais d'une certaine manière, ça ne donne aucune garantie sur ce qu'on sera capable de faire sur un problème industriel très concret, avec peut-être des critères aussi d'acceptation, de validation qui vont être différents des critères académiques. Enfin, voilà, donc moi, on revient un peu à ce que j'ai dit en introduction. Pourquoi Borrelli ? C'est aussi pour avoir cette proximité avec le terrain, avoir accès aux données, mais aussi savoir quelles sont les bonnes questions sur les données. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'on fait ce travail, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un partage à faire. Simplement, je pense qu'il doit, un peu comme la plateforme EPOL que je mentionnais tout à l'heure, Image Processing Online, et d'ailleurs, on s'en sert aussi pour publier des datasets, c'est qu'il faut que ça vienne avec une description assez riche du jeu de données. Donc, dans lequel on va décrire l'acquisition, quels capteurs ont été utilisés, qu'est-ce qu'on mesure vraiment, quel est le phénomène qu'on a essayé de numériser, et aussi de voir comment on a enrichi ces données, puisqu'il y a aussi des formes d'annotation, il y a un travail, ça peut être assez riche, notamment si on travaille sur des données structurées, où il y a des signaux, où il y a des relations entre les différentes variables, etc. Donc, il faut décrire en fait tous ces éléments-là, pour qu'ensuite, des gens qui seraient un peu plus loin de l'expérimentation puissent quand même identifier la nature des questions qui ont du sens autour de ces données. Et là, je pense que ça donne un chemin pour aller dans ce sens-là. Après, il faut reconnaître aussi que la question de l'accès aux données, c'est aussi un problème politique, quelque part. C'est-à-dire que dans le domaine de la santé, je veux dire, on a nos hôpitaux, qui achètent des dispositifs et qui n'ont pas accès aux données brutes. Même dans des situations très extrêmes, comme celle des attentats, les respirateurs ou de la crise Covid, les respirateurs, même de l'armée française, en fait, on n'a pas accès aux données brutes. Donc
Donc tout ça, ça questionne quand même aussi les choses, mais là je pense que ça dépasse ce que les scientifiques peuvent faire. Enfin, ils peuvent indiquer et recommander, mais je pense que là il y a vraiment des questions politiques derrière ces questions d'accès aux données brutes, et c'est vrai que ça freine la recherche en tout cas. On voit que tu portes une approche différente dans ce domaine de la recherche. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets un peu emblématiques de ta démarche de recherche, de celle du Centre Borelli? Alors, je peux parler peut-être de ce qu'on a fait dans le domaine biomédical, enfin, notamment avec les hôpitaux. En fait, c'était d'ailleurs un des premiers projets sur lesquels on a travaillé, c'était de digitaliser un examen clinique en neurologie. Donc, un examen que les généralistes font aussi, qui s'appelle le test de Romberg, et où la personne se tient debout, immobile, pendant quelques secondes, d'abord les yeux ouverts, ensuite les yeux fermés. Et ça, c'est un test qui permet d'évaluer, alors là aussi ça dépend de l'expérience du spécialiste, mais a priori assez finement l'origine des troubles, le type de pathologie, en tout cas sur tout ce qui va relever des troubles de l'équilibre. Donc, est-ce que c'est un trouble vestibulaire, est-ce que c'est un trouble proprioceptif, etc. Et donc cet examen, il a toujours été pratiqué... Enfin, c'est l'œil du médecin, quelque part, qui évaluait l'écart qu'il pouvait y avoir entre l'examen les yeux ouverts et l'examen les yeux fermés. Et donc, on proposait de numériser cette évaluation pour que... Alors, pas du tout pour le remplacer, mais pour lui donner une base un peu objective, en fait, de ce qu'il lui-même observe. Alors, pourquoi c'est important d'avoir cette base objective? Parce qu'en fait, le neurologue, il va revoir son patient 6 mois plus tard. Et donc là, il faut qu'il se remémore, ou il va regarder ses notes et il doit se remémorer de comment était son patient 6 mois auparavant. Et voilà, et en fait, on avait vu avec eux, là pour le coup, c'est pas du tout des enjeux de diagnostic, parce que ça ne présentait aucun intérêt de faire du diagnostic médical en neurologie, mais c'était plutôt de faire vraiment de la quantification fine. Donc pour cet exercice qui évalue l'équilibre statique de la personne, sachant qu'il y avait des technologies pour le faire, sauf que c'était du matériel médical, donc extrêmement coûteux, qu'on utilisait simplement pour faire des études ponctuelles, et donc qui n'était jamais utilisé en routine. Enfin, en France, je crois qu'il y en avait... Enfin, sur la région parisienne, je crois qu'il y en avait 2 ou 3, des appareils comme ça coûtait, 15 000 € pièce. Et nous, en 2012-2013, on est arrivé avec la WeBalance Board, qui est une plateforme de force, qui coûtait, 80 € à l'époque, 60 € un peu plus tard. Et donc, en utilisant, c'est pour ça que je parlais de capteurs grand public, c'était utilisé pour les jeux vidéo. On s'est dit, on peut en faire un outil d'évaluation de la posture. Alors ça, il y avait déjà une littérature sur cette possibilité-là, mais c'était très controversé. Donc, il y avait la moitié des gens qui disaient qu'il fallait le faire sur les dispositifs bien validés, etc., et d'autres qui disaient, en fait, on peut parfaitement le faire. Et donc, quand on est rentré sur cette question, déjà, on a pu déployer dans le service de neurologie. À l'époque, c'était à l'hôpital du Val-de-Grâce, avant qu'il ne ferme. Et donc, on a fait des mesures dans la consultation. Donc, déjà, ça nous a permis de prendre en compte toutes les contraintes liées à la consultation. Donc, quelque part, ça nous a aidé aussi à penser à l'ergonomie de ce que pouvait être une chaîne de mesure pour être utilisée dans l'hôpital. Clairement, si... le clinicien doit passer 5 minutes pour mettre en place le dispositif. Sur une consultation qui dure 15-20 minutes, c'est pas possible. Donc, il fallait vraiment que ce soit très, très bien pensé pour que ça puisse être utilisé. Il y avait cette question du retour aussi vers le clinicien, parce que là, on lui amène des dispositifs, il faut essayer, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a en retour? Donc, lui, il souhaitait tout de suite avoir des éléments, en fait. Donc, il ne s'agit pas de déployer un dispositif sans qu'il y ait immédiatement déjà... des éléments d'appréciation de la mesure. Donc, il a fallu faire tout ça très, très vite. Déjà, pour avoir des premiers éléments. Et donc, une fois qu'après, le dispositif était accepté et qu'on a coché un peu toutes les cases sur l'aspect ergonomie de la consultation, là, ça nous a permis de mener beaucoup, beaucoup de travaux sur cette... puisqu'on a constitué une base de données. C'était notre premier essai clinique. On a constitué une base de données qui était unique à l'époque, puisqu'on avait 3000 enregistrements qu'on a eu en 6 mois, alors que toutes les études, elles en avaient autour de la centaine. Et là, on a donc pu démontrer que cet examen seul permettait, démontrait qu'il y avait un lien avec un risque de chute à 6 mois pour des personnes qui n'avaient jamais chuté. Donc la chute, aujourd'hui, vous le savez peut-être, c'est un grand sujet dans le champ de la santé publique.
Et donc, voilà, donc ça, c'était déjà un des premiers points. Et puis après, on a continué sur, après l'équilibre statique, il y avait la locomotion, donc la marche, qui est aussi un élément d'appréciation pour pas mal de pathologies, pour la réussite de certaines chirurgies. Voilà, donc c'est aussi des choses qui sont beaucoup regardées dans certaines spécialités médicales. Et là, il y a eu aussi des innovations intéressantes dans la collecte des données, notamment, et dans l'enrichissement en fait, des données. Parce que là, quand on est sur des séquences de marche, ce qu'il faut arriver à faire pour faire de la quantification fine, c'est de bien identifier les pas. Donc là, on avait des signaux accélérométriques. Et dans ces signaux, il fallait repérer les pas. Donc, il y a des techniques en traitement du signal pour segmenter des signaux. Et alors là, une littérature très riche sur le sujet, mais tout ce qu'on a essayé ne fonctionnait pas. Donc ça aussi, ça nous a amené vers des questions de recherche fondamentale, puisqu'on s'est dit, attendez, il y a des milliers d'articles qui prétendent avoir résolu le problème. Nous, on a des signaux réels, parce qu'en fait, il faut voir aussi pourquoi est-ce que ça ne marchait pas. C'est que nous avons enregistré des sujets pathologiques qui avaient des maladies très handicapantes sur la marche. Donc, quand on teste les méthodes sur des sujets sains, où la locomotion, ça va être quelque chose de très régulier, de très périodique, évidemment, toutes les belles méthodes mathématiques, elles vont très bien fonctionner. Mais sur des corpus de données, on a des sujets, il y en a un qui va faire l'exercice sur, 50 secondes, et l'autre, il va mettre 5 minutes pour faire la même distance. Eh bien, comment est-ce qu'on va calibrer une méthode de segmentation de manière automatique, sans intervention humaine? Ça soulève beaucoup plus de défis. Et donc, en fait, ça nous a amené à innover même sur cette question qui pourtant... au début, quand on a lancé ce sujet, on nous a dit « Mais attendez, c'est pas original, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire votre doctorant sur un truc pareil? Tout a été déjà labouré, relabouré, etc. » Et en fait, il a finalement... créé une librairie Python qui s'appelle Rupture et qui a aujourd'hui 7 millions de téléchargements parce qu'il n'y avait pas d'outils qui intègrent déjà un peu toute la connaissance, qui soient suffisamment modulaires et qui permettent de donner une base en tout cas pour attaquer ensuite des signaux réels. Donc ça, c'était un cheminement assez intéressant sur ce... Et il a fallu aussi que le clinicien, là pour le coup, annote des signaux. Donc nous aide à identifier la segmentation des pas. Et ça a été un travail de fourmi. Donc là, on a mis à contribution, en fait, un interne qui faisait aussi sa thèse de médecine et sa thèse de sciences et qui a interagi aussi avec des gens qui étaient plutôt du côté traitement de données. Et en fait, ça a été un travail collaboratif beaucoup porté par des jeunes chercheurs. Et c'est vrai que c'est un montage qu'on a pu voir à l'œuvre à plusieurs reprises. On a fait aussi une expérimentation similaire à l'hôpital Bégin au service d'anesthésie-réanimation pour étudier la profondeur d'anesthésie, parce que c'est un sujet qui n'est pas si évident que ça. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser les capteurs qui sont utilisés en réa pour avoir un proxy, finalement, de la profondeur d'anesthésie. Et là, on a fait collaborer un chercheur qui était plutôt sur le versant mathématique, qui faisait une thèse dans ce domaine-là, et un clinicien qui faisait aussi une thèse de sciences. Et les deux ont collaboré, donc c'est des gens qui ont à peu près le même âge, qui ont de part et d'autre des ambitions, des choses à accomplir. Mobilisés sur un projet très concret comme ça permet de créer le corpus de données, de comprendre les attentes des uns et des autres. Et c'est vrai que tout ça encadré par des gens plus expérimentés, des gens qui ont contribué peut-être aux autres expérimentations et qui donc vont partager aussi leur expertise, leur manière de travailler aussi plus efficacement, etc. Et une fois qu'on a ça, si la mayonnaise prend, en fait, après, tout le monde s'y retrouve parce qu'on arrive à publier autour du même sujet dans toutes les communautés. C'est-à-dire que pour le médecin, ça va être d'éclairer peut-être une certaine pathologie avec des dispositifs originaux, etc. Et puis pour le mathématicien, il y a aussi une innovation parce que il a des données qui soulèvent des nouvelles questions. Il y a aussi des contraintes qui sont originales et le fait d'avoir des nouvelles contraintes, ça amène aussi à des innovations méthodologiques. Et et puis après, tout le monde s'y retrouve. Alors, c'est là où on retrouve aussi les écarts dans les cycles temporels de production de la connaissance. C'est-à-dire que les médecins peuvent
publier tous les 2-3 mois, les mathématiciens sera peut-être une fois par an, mais voilà, finalement, tout ça fonctionne assez bien. À la base, il y a quand même aussi voilà, il faut arriver à trouver, à installer une complicité entre les personnes, sinon ça ne peut pas fonctionner. Comment vous voyez ce secteur évoluer dans les 3, 4, 5 prochaines années? Alors là aussi, je donne mon point de vue qui est très, voilà, très, très partial, mais je pense qu'il y aura une explosion du machine learning si on arrive à positionner en fait cette connaissance sur des interfaces en lien avec des applications et si on le fait de manière humble, vertueuse, respectueuse des contraintes aussi des gens qui sont sur le terrain. Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si on est aussi à l'écoute des attentes de la société sur ces technologies, là, il y a beaucoup de questionnements sur voilà, l'environnement, l'impact de l'environnement des technologies du numérique. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas beaucoup au deep learning, parce que c'est un très gros consommateur d'énergie et on peut faire du machine learning beaucoup plus frugal. Et alors, il y a peut-être dans certaines applications, il n'y a que le deep learning qui sera pertinent, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec des choses qui sont voilà, plus économiques, à mon avis, et plus faciles à maintenir. Et en tout cas, on n'a pas tiré tout le jus du machine learning non profond. Et on a un peu sauté une marche dans ce qui a été l'histoire des idées, comment le secteur a évolué dans le monde scientifique, et ce qui a été les modes un peu médiatiques. Voilà, on parle des 3 printemps de l'IA, il y a eu 2 hivers, est-ce qu'il y aura un 3e hiver, etc. Et en fait, là, c'est vrai que la 3e vague, elle est beaucoup portée par le deep learning, alors que le machine learning peu profond s'est beaucoup développé pendant le 2e hiver, en fait, sur la scène scientifique, avec des travaux remarquables des scientifiques sur ces algorithmes-là. Et donc là, je trouve qu'il y a, voilà, à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à tirer pour des applications hors Internet. Si on reste dans l'Internet, c'est vrai que là, le deep learning risque de quand même rester la technologie dominante, pour de bonnes raisons d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui te tient à cœur, quelque chose que tu veux ajouter? Moi, les sujets qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est surtout les interfaces humain-algorithme et comment on orchestre la prise de décision quand on a ces 2 composantes qui sont en prise avec des situations réelles. On n'a pas beaucoup parlé de deep learning, sauf un peu à la fin, mais ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, et après, un autre sujet dont on n'a pas parlé, qui est très, voilà, sur lequel il y a beaucoup d'actualité aujourd'hui, c'est des sujets qui relèvent de la régulation de l'IA, la gouvernance de l'IA. Il y a beaucoup de rapports qui sont produits sur ces questions. Et je trouve qu'il y a des tensions intéressantes sur la volonté d'encadrer et en même temps ce qu'il faut permettre pour qu'on puisse innover. Donc voilà, pour donner juste un exemple, dans le domaine de la santé, la FDA, qui est l'autorité qui, quelque part, autorise l'utilisation de médicaments, de dispositifs médicaux aux États-Unis, ne valide, alors je ne sais pas si ça a été actualisé, mais la dernière fois que j'ai regardé, en fait, ce qu'ils validaient, c'était ce qu'ils appelaient l'IA verrouillée. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne valident que des règles de décision, pas des algorithmes apprenants sur des données vivantes et qui se calibrent automatiquement. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une base d'apprentissage parfaite. Ça exclut la possibilité d'une amélioration continue à travers l'accumulation de nouvelles données. Et ça, c'est pour moi, c'est un frein très important. Mais je comprends en même temps que un algorithme qui apprend et qui se calibre tout seul, évidemment, il est peut-être moins évident à maîtriser, encore qu'il y a des dispositifs qui permettraient quand même de le faire, mais qui sont peut-être pas à un niveau de maturité qui permettrait à une administration comme celle-là de donner sa bénédiction. Donc là, il y a vraiment des points comme ça qui sont intéressants. Et pour conclure, une recommandation, un livre, un article, une vidéo que tu nous recommanderais de regarder pour approfondir ces questions? Oui, alors notamment sur le sujet de l'interface humain-algorithme. Il y a toute une série d'articles scientifiques que je trouve lumineux par un professeur à Chicago Booth qui s'appelle Sendhil Mullainathan
Et là, je recommande tous ces articles. Il travaille beaucoup. Alors lui, sa spécialité, c'est l'économie comportementale. Et justement, il travaille beaucoup sur comment est-ce que les algorithmes peuvent aussi corriger les décisions humaines. Donc, il a des contributions comme celle-là, notamment dans le champ de la justice algorithmique, hein, et puis dans d'autres domaines aussi. Donc, comment les biais de discrimination peuvent être levés par des algorithmes. Ça donne aussi une vision un peu positive, qui prend un peu à contre-pied ce qu'on lit parfois dans la presse sur les algorithmes qui, au contraire, prolongent les discriminations humaines. Et il y a aussi des travaux sur comment cette IA peut s'intégrer dans un écosystème complet. Et voilà, c'est juste une brique, mais quel va être son impact, hein, dans la mesure où on prend en compte l'ensemble des questionnements sur l'allocation de ressources, par exemple. Les ressources sont limitées, donc on alloue des ressources pour faire des choses, et comment les algorithmes venant prendre une place en fait dans ces circuits de décision peuvent avoir des impacts extrêmement positifs. Donc, moi, j'apprécie beaucoup cette vision systémique. Et voilà, c'est de très beaux articles qui s'appuient sur des enquêtes de terrain. Donc, il y a vraiment de la matière. Ce n'est pas simplement des idées. Et voilà, moi, j'apprécie énormément et je recommande vivement ces lectures. Et bien sûr, on pourra consulter l'ensemble des travaux de recherche du Centre Borelli. On mettra le site internet. Nicolas, merci beaucoup. Merci, Caroline. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.